Alors bonjour, encore une fois bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc l'idée aujourd'hui c'est de parler un petit peu de l'inbound marketing. Donc c'est une, on va dire une discipline du marketing et une approche marketing qui existe depuis pas mal d'années. En fait, ça a été euh, lancé et créé il y a presque 15 ans, mais ça a vraiment pris de l'ampleur depuis, je dirais, 5 ans. C'était notamment créé par une entreprise qui s'appelle HubSpot, qui est le leader un éditeur de logiciels leader dans ce domaine-là aujourd'hui dans le monde, et dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Ça a été démocratisé par les publications d'auteurs comme Seth Godin, et qui parlait notamment de tout ce qui était permission marketing, le marketing de permission et puis le marketing de conversation, etc. Donc pour introduire un petit peu le sujet, voilà, on va déjà revenir à des bases que vous connaissez certainement. Aujourd'hui, une très très forte majorité des consommateurs, que ce soit en B2C ou en B2B, vont utiliser les moteurs de recherche avant de faire un achat, même pour des petits achats, et encore plus avec le e-commerce, bien entendu. On va aller de plus en plus, je pense aujourd'hui, suite à la crise du coronavirus, on va aller de plus en plus effectivement sur de la recherche en ligne. On va aussi certainement changer pas mal de nos habitudes de consommation, de fonctionnement pour les entreprises. Donc là aussi, on va aller rechercher de l'information en ligne. Et donc c'est vraiment un comportement qu'on a tous et qui est amené à se développer. Et en parallèle à ça, on a un contexte marketing qui reste encore fortement tourné vers ce qu'on appellera l'outbound, c'est-à-dire un marketing plutôt sortant avec voilà, 300 milliards de mails qui sont envoyés chaque jour, qui vont encore augmenter dans les prochaines années. Alors, il y a des mails qui sont bien entendu des mails professionnels, des mails attendus, etc. Mais il y a aussi dedans beaucoup de mails qui ne le sont pas. On estime à peu près à 50% aujourd'hui que 50% des mails, c'est du spam. Et ça termine en spam. Donc, on a encore un volume effectivement unique qui est énorme. Et du coup, on se retrouve avec des performances qui, là, encore présentées par des professionnels de l'email marketing. Donc, les chiffres sont flatteurs et ils sont orientés dans le bon sens. Euh, mais voilà, on est quand même sur des taux d'ouverture qui sont à 15-20%, des taux de clics qui sont à 2%. Donc, on n'est pas sur des performances évidemment de conversion qui sont énormes et qui ne sont pas nécessairement suffisantes aujourd'hui. Il y a un autre phénomène qui s'est mis en place et qui, alors là pour le coup, qui est bien en place depuis maintenant un certain temps, et il y a 5 ans, on en parlait, il y a 10 ans, on en parlait beaucoup, c'était le rejet de la publicité en ligne, avec le phénomène des ad bloqueurs, où tout le monde a installé des bloqueurs de publicité sur ses navigateurs, ou aujourd'hui on les a même nativement dans les navigateurs. Donc on s'était retrouvé effectivement avec, dans le domaine du digital, avec énormément d'intrusion de la publicité, ce qui a créé un fort rejet, et d'une part donc ce système d'ad blocking, d'autre part le développement de nouvelles formes de publicité, que ce soit ce qu'on appelle la publicité native, c'est-à-dire intégrée dans le contenu, ou surtout l'explosion finalement du contenu sur les réseaux sociaux, qui lui comprend je dirais nativement de la publicité native, voilà, un post sponsorisé sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, on l'accepte beaucoup mieux, on le consulte beaucoup plus qu'une pop-up qui vient interrompre votre navigation sur un site internet traditionnel. Donc voilà, on a effectivement d'un côté cette tendance à la recherche, à la prise en main par l'internaute de la recherche d'informations avant l'achat, et d'autre part un rejet de plus en plus marqué de tout ce qui va être de la publicité subie. Et on se retrouve voilà, avec un phénomène où il faut aujourd'hui mettre un peu fin au harcèlement médiatique, des appels éventuellement, je ne sais pas si vous en avez encore, mais ça peut arriver. En tout cas, à la maison, on peut en avoir des appels de téléprospection, des emails à froid pour vous proposer des rendez-vous sans nécessairement savoir si votre demande correspond au produit qui est proposé, etc., etc. Plus de votre point de vue en tant qu'annonceur et que société qui vend des produits et services, des budgets dépensés, de l'argent et de l'énergie dépensée dans ces campagnes sortantes. Donc, sans nécessairement dire que l'inbound marketing est
est la solution à tous ces problèmes. Là, l'idée, c'est effectivement de comparer deux approches qui peuvent, à un moment donné, quand même être complémentaires, qui vont être d'un côté le marketing traditionnel qui est orienté produit, qui va être plutôt un marketing sortant dans lequel on va présenter finalement voilà ce que je vends à mon client, à mon potentiel client. Et de l'autre côté, l'inbound marketing qui est beaucoup plus orienté client et on va plutôt partir du besoin du client pour définir une offre et pour établir une relation commerciale. Alors en français, ça donne ça. En anglais, on est voilà, sur l'outbound, donc le marketing plutôt d'interruption, avec un inbound qui est plutôt un marketing de permission, c'est-à-dire un marketing sur lequel on va plutôt essayer d'attirer les clients, là où l'outbound, on va plutôt essayer d'avoir le plus de part de voix, le plus de visibilité, de faire le plus de bruit possible pour capter son attention. Voilà. Donc l'inbound marketing, si on doit le définir, ça consiste, enfin, c'est une des définitions, consiste donc à attirer des prospects qualifiés en publiant du contenu spécifiquement pensé pour ces cibles. Donc l'approche de départ de l'inbound marketing, voilà, c'est d'être capable en fait de générer un flux de prospects à partir d'un contenu qui a été pensé par rapport à leurs besoins et à leurs attentes. Alors typiquement un parcours inbound, il a été défini, théorisé et il est maintenant, vous l'avez certainement déjà vu ce parcours. Vous l'avez peut-être déjà revu en anglais. Le principe, c'est de dire, voilà, j'ai des étrangers, ce qu'on appelle des suspects, qui sont potentiellement, pour certains, mes clients. Il va falloir que ces étrangers, je les convertisse en visiteurs sur mes supports d'information, mes supports de communication, et que sur ces supports de visiteurs, je les transforme en prospects. C'est-à-dire que j'arrive à les amener à m'accorder le droit d'échanger avec eux et à me donner un peu d'informations sur eux. Et ensuite, je vais pouvoir, ces prospects, les convertir en clients. Et une fois qu'ils seront en clients, je vais même aller plus loin et essayer de les convertir en ambassadeurs, c'est-à-dire en promoteurs de ma marque auprès d'autres clients. Ça, je n'aurai même pas moi à faire de l'outbound marketing, c'est eux qui le feront pour ces étapes. Est-ce que tout le monde m'entend? Non, ça a coupé. Il y a un problème de connexion, je pense. Ça a coupé, hein? Ouais. Ouais, j'ai vu ça, ouais, j'ai vu un message. Et Philippe, excusez-moi, est-ce que vous tournez des pages ou des feuilles près d'un micro? Non? Pas du tout? Il y a un peu de bruit. Ah ouais, ça résonne beaucoup. J'ai vérifié, les micros de toutes les personnes sont bien coupés. Ah voilà, super. On vous Bon, entend bien. Merci beaucoup, Philippe. pardon, est-ce qu'il faut que je remonte un peu en arrière ou pas? Non? Au moins la dernière phrase, parce qu'on n'a pas compris. D'accord, donc je repars sur la définition effectivement anglaise ou la terminologie anglaise du parcours inbound. Donc effectivement, on est sur 4 étapes qui sont attract, convert, close et delight. Effectivement, c'est un stranger au statut de promoteur en passant par différentes étapes, visitor, lead, customer. Voilà. Alors, ça, c'est la présentation, on va dire, horizontale. Une autre présentation qui est plus verticale apporte aussi une notion de volume. C'est le concept du funnel, de l'entonnoir de vente. Pareil, que vous connaissez. Dans cet entonnoir, je vais faire rentrer progressivement, je vais faire rentrer un maximum de trafic, de volume de potentiels clients. Et puis, au fur et à mesure que l'entonnoir, enfin que le parcours et le temps vont passer, ce tunnel de vente va se réduire parce que, évidemment, mon offre ne peut pas intéresser tout le monde. Il y a de la concurrence, etc., etc. Mais je vais passer voilà, donc, d'une phase de volume, une phase de qualification, à une phase de conversion et une phase de fidélisation. Donc, c'est le principe de l'entonnoir de vente. Alors maintenant, partons du début, effectivement, comment attirer des prospects grâce à son contenu. Pour ça, on va prendre un exemple tout simple, qui est un petit peu daté, mais on peut tout à fait le mettre au goût du jour. Voilà, je prends un exemple B2C, je dois changer les pneus de ma voiture et j'y connais pas grand-chose. Je suis pas un expert, c'est peut-être la première fois que je le fais, donc voilà, j'y connais rien sur
la taille même des pneus, les marques, les prix. En revanche, voilà, je recherche un bon rapport qualité-prix et je veux me faciliter la vie en commandant sur le net parce que voilà, je n'ai pas le temps nécessairement d'aller à un garage ou de faire le tour des garages. J'ai peur éventuellement de me faire avoir si j'ai cette démarche-là. Et là, l'idée, en fait, ça va être tout va partir de l'intention. Je vais avoir plusieurs façons le fait de formuler ma recherche sur Internet. Par la voiture, par la marque, parce que j'ai entendu parler, par une recherche de prix, par une recherche de service, etc. L'ensemble un petit peu de ces approches des clients. Et donc ça, c'est la partie intention. Et face à chaque intention, idéalement, moi, il faut qu'en tant que personne qui propose mes services, je sois capable de mettre un contenu en face de chaque intention. Parce qu'une recherche sur un pneu Twingo, c'est pas la même chose que sur un pneu Michelin, et c'est pas la même chose que sur le montage à domicile ou le pneu le moins cher possible. À chaque fois, idéalement, j'ai un contenu qui s'adapte pour avoir une réponse qui soit très pertinente. Et pour définir en fait un petit peu ces contenus et ces approches-là, la meilleure méthode, c'est celle des personas. La méthode des personas, c'est en fait de se dire, voilà, je vais personnaliser, je vais créer des clients types correspondant à ce que je sais de mes clients aujourd'hui, ce que je sais de mes prospects, ce que je sais des clients de mes concurrents éventuellement. Donc, tout ce qui va me permettre d'identifier des profils types de clients et en fait de travailler comme ça sur qui sont ces clients et quelle est leur situation, dans quel contexte est-ce qu'ils peuvent être appelés à faire appel à mes services. Bon, là, j'ai l'exemple d'un prospect type qui, voilà, je suis une société qui accompagne les entreprises dans la réponse à l'appel d'offres. Il y a plusieurs types de clients pour ce genre d'entreprise. Il y a ceux qui n'ont jamais répondu à un appel d'offres, ceux qui répondent de temps en temps et qui veulent développer cet aspect, et ceux qui éventuellement répondent souvent mais veulent avoir un taux de conversion, un taux de succès plus fort sur leur démarche. Donc, je vais pouvoir prendre un persona qui sera celui du client qui n'a jamais répondu. Il a des craintes, il a des motivations, il a éventuellement des sources d'informations qu'il va utiliser. Donc, je vais lister finalement un petit peu son profil psychologique et son comportement imaginé de recherche et de prise d'information pour adapter justement derrière à la fois mes contenus et la diffusion de ces contenus pour le toucher. Voilà, donc je vais me poser des questions sur mon client, effectivement, sur ses recherches, ses thèmes, etc. Les mots à lui, ce qui est très important aussi dans l'approche inbound marketing, c'est la sémantique. Effectivement, comment est-ce que les gens vont poser la question quand ils vont faire une recherche. Ce n'est pas nécessairement la façon dont moi je vais présenter mon produit. Encore une fois, ça c'est toute la différence entre un marketing de l'offre et un marketing du client. Je dois vraiment me poser la question quel type de recherche va faire mon client, mon futur client, qui l'amènera à trouver mon service. Et pas, moi, voilà, je vends ça, et donc il va peut-être jamais rechercher l'expression avec laquelle moi je présente mes produits. Alors, il est important, bien sûr, de tenir compte des étapes d'achat quand on travaille cette partie-là. Donc là, on est sur l'élaboration. Donc, tout d'abord, de se dire quel type d'intention je vais essayer de capter. Pour ça, je définis des personas, je définis des profils types de clients et de prospects. J'essaie de créer comme ça toutes sortes de scénarios. Et après, je vais aussi tenir compte des étapes d'achat. Typiquement, il y a plusieurs étapes dans lesquelles on peut se trouver quand on est dans un process d'achat. D'abord, la phase numéro 1, la prise de conscience. Donc là, j'ai un problème et je pars vraiment du début. Alors, soit j'ai un problème, soit je recherche une opportunité et j'ai besoin de comprendre un peu plus de quoi il s'agit, de commencer à débroussailler. Soit j'ai une phase un peu plus avancée, je suis dans la considération. Donc là, j'ai défini mon problème et maintenant, je veux identifier quelles sont les solutions concrètes, quels sont les choix que je pourrais avoir à faire. Et enfin, on a la phase de décision, de conversion.
je sais voilà, que je veux m'équiper de tel type de logiciel. Maintenant, il faut que je choisisse le bon fournisseur pour ce logiciel-là, par exemple. Donc, voilà, pour détailler un petit peu plus, dans la phase d'éducation au problème, on est sur une information générale. Donc, par exemple, voilà, comprendre l'impact de l'industrie, du digital dans l'industrie, telle ou telle industrie, comment générer plus de clients. Donc là, je suis vraiment à une phase très amont. La partie solution, un autre exemple, voilà, est-ce qu'il faut développer une application native, comment mettre en place une stratégie inbound marketing. Donc, je suis déjà plus dans la recherche de la solution pratique. Et enfin, dans le choix effectivement deux options CRM, inbound marketing, etc. Je suis vraiment dans une phase de qualification et de prise de décision par rapport à la solution. Et donc, effectivement, on va avoir différents types de recherches qui vont être faites et il faudra différents types de contenus pour... Moi, j'ai un problème, j'entends pas. Est-ce que c'est le cas de tout le monde ou je suis la seule à pas entendre? Ah, pareil. Ça coupe, Philippe, sur la dernière slide. Ça a pas mal coupé, je suis désolée. Alors, donc, voilà. Il y a un problème de connexion. Pourtant, je suis en 4G. Ça le fait pas tout le temps, hein, ça le fait à certains moments. Ouais, ouais. Ça permet de vous couper à chaque fois, comme ça. Pas de souci, désolé. Non, il n'y a pas de mal. C'est les aléas. Et je comprends Non, ça coupe. cette notion de... Je vous entends pas. il y en a trois. Il y a la phase d'éducation au problème, la phase de recherche de solutions et la phase de choix de la solution. Voilà, donc ça, vous voyez, effectivement, on est très en amont. Comment est-ce que je peux générer plus de clients? De là, je vais voir différentes pistes qui vont me dire faites de l'inbound marketing. Et là, je vais commencer à rechercher la solution. Très bien, comment est-ce qu'on met en place de l'inbound marketing? Je me rends compte qu'il me faut un logiciel pour ça, il me faut des solutions techniques. Et je vais passer à la dernière phase, qui est le choix de la solution. Quel est le logiciel pour l'inbound marketing que je vais prendre? Est-ce que je vais prendre Spot? Est-ce que je vais prendre Salesforce? Est-ce que je vais prendre, etc. Je vais faire chercher des comparatifs entre des produits. Donc effectivement, vous devinez bien que suivant la requête que je fais, idéalement, j'ai une réponse, je tombe sur une réponse quand j'ai tapé dans un moteur de recherche, je tombe sur une réponse qui va correspondre à cette recherche et va me faire avancer dans mon processus d'achat. Alors, une fois que ce travail est fait, donc là, j'ai présenté un peu la théorie, mais évidemment, ça nécessite pas mal de travail pour définir ces personas, pour ensuite, en fonction de ces personas, définir des processus, enfin des étapes d'achat, etc. On va aussi passer à la partie choix des contenus, où là, il y a effectivement pas mal de choix. En fait, il y a trois niveaux de choix. Le premier, c'est le type de contenu. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme type de contenu? On va avoir des études de cas, on va avoir des statistiques, on va avoir des verticals, des études sur une industrie donnée, c'est-à-dire on peut créer du contenu qui est lié vraiment à l'actualité d'une industrie. On peut avoir des témoignages clients qui se rapprochent un peu des case studies, on peut faire des interviews. Donc, on a pas mal de types de contenus qui peuvent être repris pour répondre à des questions, on peut avoir des comparatifs, etc. etc. Ensuite, on a différents formats de contenu. Les white papers, donc les papiers blancs, les livres blancs plutôt, qui sont encore très présents aujourd'hui sur Internet, les blogs, bien sûr, la création de vidéos, la création de podcasts audio, du contenu sur les réseaux sociaux, des articles qui seront publiés ou des infographies, ce qui était très à la mode il y a quelques années, qui est un petit peu moins aujourd'hui. Il y a quelques années, on avait comme ça beaucoup d'infographies qui vous parlaient de l'inbound marketing, etc., etc. Et le dernier aspect, ça va être la distribution du contenu. Voilà, est-ce que je vais plutôt distribuer mon contenu par blog, par les réseaux sociaux parce que je vais axer ma présence sur les réseaux sociaux? Est-ce que je vais travailler sur du SEO? Est-ce que je vais travailler sur une newsletter, de l'achat de mots-clés, d'annonces, etc.
au final, voilà, on va être amené à choisir un certain nombre de combinaisons. Hein. Bien entendu, il ne s'agit pas de tout faire, il s'agit au contraire de faire des choix pour dire voilà, on va plutôt axer notre stratégie de contenu sur des articles de blog qui vont parler, voilà, de la technologie, de comment évolue la technologie, parce qu'on est dans un secteur où c'est pertinent de parler de technologie. Et en apportant de l'information sur cette technologie, on va toucher les gens qui sont en phase numéro 1 ou phase numéro 2. Donc, éducation au problème et recherche de solutions. Et puis, on pourra éventuellement faire aussi des articles ou des checklists ou des choses comme ça pour ceux qui sont plus en phase de choix de la solution de décision. Alors, voilà, une fois que nos contenus sont prêts, on va passer à la phase effectivement où on rentre dans le tunnel et cette fois-ci, on va générer des listes qualifiantes. Voilà, l'attraction de visiteurs. Donc pour ça, on va effectivement avoir considéré une persona, un thème et une étape d'achat. Et on va être capable de proposer face à ça un contenu pertinent. Donc voilà, j'ai tel type de client, il s'intéresse à tel sujet et il est dans une phase. Je reprends parce que je vois que la connexion est instable. Donc typiquement, voilà, j'ai un type de prospect avec un thème donné et il se trouve dans une étape d'achat de données. Je vais être capable de lui proposer d'avoir un contenu pertinent face à ça. Et ça va se traduire en fait au niveau de ce contenu, ensuite par une conversion du visiteur en lead. Donc, j'ai attiré mon visiteur, je l'ai fait venir sur un contenu qui était un contenu pertinent par rapport à sa recherche et à son besoin. Maintenant, il faut que je convertisse ce visiteur qui peut être sur ma page Facebook, qui peut être sur mon site internet, etc., ou qui peut être sur une page dédiée. Je vais le convertir en prospect. Et convertir un prospect, c'est une méthode assez basique. Il faut présenter un appel à l'action, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un bouton, il y ait un appel qui dise voilà, recevez le livre blanc, inscrivez-vous, abonnez-vous à la newsletter, etc., etc. Cet appel à l'action qu'on va multiplier sur le site ou sur la page de destination, il va arriver sur une page d'atterrissage, qui est une page dont le seul but est de convertir en fait notre visiteur en prospect, en lead, et qui présente l'offre, et un formulaire où là, je vais pouvoir effectivement récupérer des informations sur mon prospect. Donc voilà un exemple de ce triptyque, voilà, l'appel à l'action. Voilà. Gérer du personnel, la plateforme Atman vous aide à connaître vos employés, présents et futurs, pour améliorer la performance de vos équipes. Essayez gratuitement. Donc là, mon appel à l'action, il est clair, c'est essayer gratuitement. Je vais cliquer, arriver sur une page d'atterrissage où on me réexplique un petit peu la promesse, un essai gratuit, et en face, pour en bénéficier, les informations que je dois donner. Et donc le formulaire qui est à remplir pour en bénéficier. Alors, si on prend une vue un peu plus haute de ce process, effectivement, on va avoir donc notre prospect sur lequel on va, autour duquel on va mettre en place des actions de promotion, donc ici de campagnes sur les réseaux sociaux, de newsletters, de référencement naturel, en fait, pour attirer ce prospect à destination de notre site internet. On va aussi donc travailler du contenu éducatif, soit vers la partie découverte, donc là on est plutôt sur le côté blog, soit plutôt sur la partie conversion, donc des e-books, des documents sur lesquels typiquement il faut remplir un formulaire pour les recevoir. Et sur le site internet, on va avoir une landing page dans laquelle on va pouvoir effectivement, il y aura le formulaire. Suite à ce formulaire, il y aura un système de remerciement. Et à partir de là, notre visiteur est devenu un lead et on va pouvoir le rentrer dans la phase CRM, dans la phase conversion. Voilà, si on zoome un petit peu, voilà un petit peu les briques qu'il nous faut
pour procéder à cette phase de conversion du visiteur en lead. Alors, la phase d'après, je l'aborde assez rapidement. C'est parce que voilà, là aussi, il y a une partie, on rentre en partie dans des choses qu'on connaît un petit peu plus, qui sont effectivement de convertir un prospect en client. Donc, mais là, encore une fois, il faut faire attention à ne pas aller trop vite. Voilà, quelqu'un qui est dans une phase d'éducation au problème, qui est peut-être juste dans une phase de recherche de solutions, il est peut-être trop tôt pour déjà l'appeler et lui dire écoutez, on est les meilleurs et c'est nous qu'il faut choisir. Il faut lui laisser le temps de faire son éducation, il faut lui laisser le temps en fait, d'avancer dans son process d'achat et ne pas brusquer les choses. Et j'en reviens donc à ce que j'ai déjà présenté tout à l'heure, qui sont les 3 étapes en fait pour le processus d'achat. C'est quelque chose qui est aujourd'hui extrêmement partagé. Hein. Si vous faites une campagne de publicité sur Facebook, vous aurez ces 3 étapes qui vous sont proposées. Il y a l'awareness, la consideration et la conversion. On est vraiment sur une approche qui se standardise un petit peu. Prise de conscience, notoriété, faire connaître une marque, faire connaître un produit et une solution pour que ça rentre un petit peu en, comment dire, en top of mind, en notoriété ou en prise de conscience. La phase de considération, qui est une phase plus avancée dans laquelle le prospect commence à regarder un petit peu les produits que vous proposez, les offres que vous proposez. Voilà, il y a une formule à temps, il y a une formule à temps, il y a une formule à temps. Et la phase de conversion où vraiment le prospect est potentiellement prêt à acheter. Peut-être qu'un déclencheur d'achat, ça va être un code promo, ça va être un discount, ça va être une offre limitée qui va l'amener vraiment à passer à la conversion. Donc ça, c'est important donc, par rapport à cette phase où je veux transformer mon prospect en client. Voilà, j'avais un visiteur, je l'ai attiré sur mon site, j'ai récupéré une information le concernant, je connais son nom, son email éventuellement, enfin son email et éventuellement son nom plutôt. Maintenant, je voudrais qu'il devienne client, bien entendu. En fonction d'où il en est, c'est peut-être le bon moment ou pas pour lui proposer de le devenir. Peut-être qu'il faut passer aussi par plusieurs étapes. Et c'est ça l'idée, c'est effectivement de ne pas le convertir. Un facteur à prendre en compte, c'est effectivement aussi la taille du client. Donc typiquement, une grande entreprise, si notre prospect c'est une grande entreprise, il y a un potentiel de vente qui est important. Il y a peu de grandes entreprises potentiellement qui vont être vos prospects, donc il ne faut pas les rater. Et là, on aura peut-être plutôt intérêt effectivement à rentrer tôt en contact avec ces entreprises parce qu'on va les aider dans l'éducation au problème. On veut aussi les accompagner, on veut leur faire du sur-mesure. Et donc, c'est intéressant de les contacter assez tôt. Les PME vont typiquement plutôt être dans une phase intermédiaire, c'est-à-dire de recherche de solutions, et on va les contacter plus tard. Et enfin, les indépendants, eux, vont plutôt être des gens qui recherchent énormément d'informations, ont un budget limité, donc il vaut mieux les contacter en fin de parcours, quand ils sont dans la phase de choix de la solution. Voilà, donc je reviens sur le tunnel de vente avec cette idée génération de trafic pour commencer, conversion en prospect, conversion en client et ensuite, ensuite, bien sûr, mesure, analyse, etc. Voilà, donc la phase de conversion des leads en client, il y a cette notion de chaîne d'email automatisée. Donc, je me suis inscrit, je vais recevoir différents emails qui me proposent plus de contenu. Alors, si c'est une newsletter, je vais recevoir cette newsletter. Je vais recevoir peut-être un ou deux mails d'informations complémentaires sur l'offre. Voilà, l'idée, c'est de ne pas nécessairement brusquer le prospect. C'est de le laisser, encore une fois, suivant à quel niveau il peut être entré dans ma base, à quel niveau d'information, on va dire. S'il était plutôt en phase d'éducation ou en phase de choix de la solution, je vais adapter mes emails. Ensuite, il y a des notions de suivi dans un CRM. Donc là, on va avoir du lead scoring, c'est-à-dire dire, voilà,
je donne des notes plus ou moins différentes, bien sûr, à différents leads. Je vais aussi les segmenter et je pourrais avoir des approches commerciales différentes suivant les segments. Et après, bien sûr, je vais quand même conserver enfin, je vais essayer, on va dire, d'adapter ma stratégie, comme on l'a vu un petit peu avant, sur du côté inbound, où je vais laisser le prospect avancer le plus loin possible dans le tunnel d'achat avant peut-être de l'inciter à prendre sa décision, et de l'outbound, où je vais quand même prendre les devants assez tôt, parce que je vais vouloir accompagner le client dans sa démarche. Typiquement pour une grande entreprise où je vais proposer en fait un accompagnement pour bien comprendre ma solution et peut-être un accompagnement à l'éducation au problème. Alors, quelques erreurs à éviter. Donc, une erreur, évidemment, enfin voilà, pas nécessairement par ordre d'importance, mais un petit peu par ordre chronologique. Donc, bien sûr, ne pas produire du contenu qui soit adapté à ses prospects. Donc, c'est-à-dire que vous allez produire un contenu qui va soit amener du visiteur, mais pas nécessairement le convertir. Donc, vous allez potentiellement dépenser de l'argent, soit en création, soit en acquisition de trafic, pour des contenus qui ne vont pas répondre aux attentes, qui n'amèneront pas à la génération de prospects, de leads. Une autre erreur, ça va être de vouloir immédiatement vendre ses produits et services. Donc voilà, dès que vous avez un lead qui est rentré dans la base, vous l'appelez, vous l'envoyez des mails en disant on prend un rendez-vous téléphonique et on fait une démo et on signe. Ce n'est pas nécessairement ce que lui souhaite. Il est dans une phase, encore une fois, où il veut faire son éducation tout seul. Il n'est pas nécessairement mûr pour dire oui tout de suite à votre sollicitation. De la même façon, si vous transférez tous les contacts aux commerciaux, vous allez les amener à être frustrés parce qu'ils vont prendre des refus par rapport à ce type de prospect. Une autre erreur, ça serait de ne pas analyser les contenus et les sources de trafic qui convertissent le plus. C'est-à-dire qu'on continue en fait à lancer une stratégie et puis ne pas la suivre et l'optimiser. Et en tout cas, l'analyser déjà. Et dans la même logique, ne pas l'optimiser. C'est-à-dire ne pas chercher, par exemple, à comparer, des fois c'est des détails, mais ils ont leur importance, le type de phrase qui convertit mieux, le type de bouton qui convertit mieux, parce qu'encore une fois, on va être sur des volumes où on va essayer d'optimiser chaque paramètre. Une autre erreur, c'est se dire que l'inbound marketing va remplacer toutes vos sources de prospects actuels. Non, c'est une stratégie qui est à plus long terme, c'est une stratégie qui va prendre un peu de temps et qui va venir compléter votre stratégie outbound. Donc, ça n'empêche pas de continuer, évidemment, à prospecter en direct un certain nombre de prospects qui vous semblent être vraiment dans votre cible. Après, voilà, le principe de l'inbound, c'est aussi d'en attirer que vous n'imaginez pas être dans votre cible. Donc, vous n'aviez pas de moyen de toucher, d'identifier. Voilà, une autre erreur aussi, c'est se dire qu'il faut créer que du nouveau contenu pour l'inbound marketing. Vous avez certainement déjà dans vos sites internet, en interne, je dirais un nombre de contenus qui permet de démarrer et donc de commencer à proposer quelque chose. Donc, ce n'est pas nécessairement une création de contenu de zéro. Et enfin, une autre erreur, c'est effectivement de penser que parce qu'on a un certain nombre de fans ou de followers sur ces réseaux sociaux, ce sont des prospects. Non, ce sont juste des gens qui n'ont pas encore donné de permission, vous n'ont pas encore donné la permission d'échanger avec eux pour du marketing. Voilà, et je terminerai avec quelques chiffres pour illustrer un petit peu l'inbound. Voilà, aujourd'hui, alors ça c'est source HubSpot, donc voilà, pour eux, d'après leurs études, il y a seulement 25% des prospects aujourd'hui qui sont prêts pour les ventes. C'est-à-dire que 75% en fait, d'un prospect qui rejoint, qui a signé pour recevoir un papier blanc, un email, etc., il a besoin d'être entretenu. C'est-à-dire qu'il a besoin de recevoir plus d'informations sur votre offre. Il a besoin de continuer à s'éduquer. Donc, voilà, il va continuer à s'éduquer. Il faut que vous gardiez le contact pour que, quand il sera un peu plus avancé dans son processus d'achat, vous puissiez, vous, le signer et pas un concurrent. Voilà, les prospects qui proviennent du SEO, donc qui ont été acquis via la recherche naturelle sur Google, ils ont un taux de clôture qui est 9 fois plus élevé que ceux qui proviennent de l'outbound marketing. Et enfin, les entreprises avec 40 pages et plus de destination génèrent 12 fois plus de prospects que celles qui n'ont qu'une à 5. C'est-à-dire qu'effectivement, les pages de destination, c'est ces pages avec un contenu très adapté à la requête qui a encore pu être faite. Et
ces pages, elles auront nécessairement un taux de conversion plus fort parce qu'elles vont mieux répondre à la question qui a pu être posée par le prospect quand il l'a fait sur le moteur de recherche. Voilà, j'ai terminé pour cette petite présentation. J'espère que vous m'avez entendu distinctement, à part les petits moments de coupure. Et on peut passer peut-être aux questions. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Oui, on vous a bien entendu. Les peu de fois où ça a coupé, on vous l'a dit, il n'y a pas de problème. D'accord. On va donner la parole. Qui en a? On a Jacques qui avait une question à poser. Oui. Jacques, Oui. Jacques. Oui. Merci beaucoup, hein, c'est très intéressant. J'ai bien compris que le point de départ, c'était bien connaître sa cible. Est-ce que vous auriez des conseils justement sur comment procéder pour mieux la connaître? Je pense certainement de parler avec ses clients. En fait, définir un petit peu cette approche de persona et se dire, voilà, maintenant, si je devais classer mes clients, enfin, créer ces personas pour mes différents clients, ça serait quoi? Et du coup, déjà, essayer de le faire par rapport à ce que vous savez. Et puis, parler à vos clients pour essayer de comprendre voilà, quels sont les prospects, comment ils sont arrivés, et les clients, dans quel type vous les classeriez. Je pense que vraiment, il faut parler aux clients sur comment ils ont trouvé votre solution, à quels besoins ça répond, essayer de mieux les connaître. c'est clair pour vous, Jacques? Éventuellement, peut-être, regardez ce que fait aussi la concurrence. La concurrence peut aussi des fois vous donner. Mais finalement, vous avez trouvé une partie des informations en ligne et une partie, je pense, c'est vraiment en parlant avec vos clients ou prospects sur leurs besoins, en fait. Comment est-ce qu'ils en sont venus à votre solution? En fait, pour ma part, je fais des films. Pour ma part, c'est sur bouche à oreille, en fait. Et à partir de là, c'est difficile, du coup, de créer une stratégie d'inbound marketing, j'ai l'impression. Ouais. Vous faites des films pour des entreprises? Oui. D'accord. Je pense que effectivement, je pense qu'il faut, en fait, il faut demander à ces entreprises, voilà, pourquoi est-ce qu'elles ont fait un film. Quand elles ont voulu faire un film, comment elles ont fait pour rechercher une solution. Qu'est-ce qui leur est venu à l'esprit, quel a été leur parcours, parce qu'au final, ce que vous voulez, c'est faire en sorte que les d'autres entreprises qui recherchent à faire un film, elles passent par vous. Donc, je pense que les questions, c'est ça, quoi. C'est comment est-ce, enfin, si on prend les 3 étapes, dans la partie éducation au problème, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir faire un film à un moment donné? Est-ce que c'est votre agence de pub? Est-ce que c'est votre marketing interne? Est-ce que c'est quoi les motivations? Dans la partie recherche de solutions, ça va être plus quand vous avez voulu faire ça, comment vous vous êtes renseigné? Et 3, une fois que vous avez décidé de faire un film, vous êtes allé rechercher où? Est-ce que vous avez fait annuaire des vidéastes? Enfin, vidéastes, c'est quoi les requêtes que vous avez faites sur Internet? D'accord. Ok. Voilà ce que je veux dire. En fait, c'est vraiment d'essayer de se poser à trouver les questions que se sont posées les clients et essayer de voir quelles réponses vous apporteriez. D'accord. Et après, si la réponse est pourquoi est-ce qu'il faut faire un film d'entreprise, enfin la question c'est ça, pardon, là, travailler un peu des contenus autour de cette réponse-là. D'accord. Ok. De sorte que quand les gens vont rechercher stratégie de communication, vidéo d'entreprise, etc., vous ressortiez en fait. Alors, encore une fois, voilà, ça c'est la partie effectivement réflexion sur les questions. En termes d'acquisition derrière de prospects, on va avoir la partie référencement naturel, mais on a aussi des parties qui sont payantes. Hein, ça va être du Facebook Ads, du Google Ads, où là on va mettre, Google Ads, vous allez pouvoir dire voilà, vidéo d'entreprise, etc., etc. Il faut que derrière les gens arrivent sur votre page et puissent convertir. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Parler de soi, c'est assez facile, mais c'est pas la bonne manière de faire, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que vraiment bien comprendre le parcours du client, du prospect, Oui. ça semble être le point de départ que finalement, personnellement, que je pense avoir négligé.
j'ai peut-être sauté cette étape en la Voilà, peut-être que effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est la question vraiment en amont, c'est voilà, est-ce que c'est intéressant de faire un film d'entreprise ou comment bien communiquer, etc. Et après, c'est le parcours du combattant de faire sa vidéo d'entreprise ou la checklist ou comment faire en 8 étapes, enfin, oui, ce genre de Ouais. choses fait que quelqu'un qui, à un moment donné, est plus dans la phase de comment on fait pour faire une vidéo d'entreprise, il va tomber sur ce contenu-là et il va venir de vous et il va vouloir en savoir plus. D'accord, super, bah, merci beaucoup. De rien, je vous en prie. Merci, Jacques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à débloquer votre micro automatiquement et à poser vos questions hein, si vous en avez. Je rajouterai dans les documents, enfin voilà, je vous invite tous à aller voir un petit peu l'entreprise HubSpot, leur site, parce qu'ils ont pas mal de ressources sur l'inbound marketing pour un peu mieux comprendre comment ça fonctionne. Mais voilà, s'il y a quelque chose à retenir, c'est vraiment cette approche-là, c'est de se dire, je dois vraiment essayer de raisonner sur comment est-ce que mes clients me chercheraient et me trouveraient aujourd'hui. Parce qu'après, ça va être plus des techniques effectivement, de conversion, etc. Mais l'étape numéro 1, c'est vraiment celle-là dont vient de parler avec Jacques, c'est qu'est-ce qui peut faire que je vais à un moment donné croiser le chemin d'un prospect, quoi. Même s'il est prospect très en amont dans sa réflexion par rapport à ce que j'ai à proposer. Oui. Oui, en fait, c'est ça, faut être vraiment. Moi, j'en avais peut-être une. Jacques, pardon, on ne vous a pas Oui. entendu. Pardon, s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en ai peut-être une. Ouais. C'est par rapport à en fait, tout l'écosystème que vous avez présenté vers la fin. C'était le slide. Je regarde. En fait, c'était un slide avec plusieurs carrés et Ouais. des qui les reliaient et qui disaient en gros Celui-là, je pense. d'avant. Ouais. Voilà. Et donc, Ouais. on pense qu'il y a potentiellement un gros écosystème qu'on peut développer pour réaliser la stratégie d'inbound marketing. Et ma question, c'était, selon la taille de notre entreprise, on n'a pas forcément soit le temps, soit les moyens financiers pour voilà, développer tout ça. Donc ça, c'est peut-être un idéal. Et est-ce qu'on peut prendre le parti de se concentrer sur un maillon? Est-ce que ça peut être une stratégie payante malgré tout? Oui, on peut. Je pense qu'on peut tout à fait. Alors, il faut probablement identifier euh, votre, comme je disais, voilà, votre type de client, votre persona préféré ou vos 2-3 personas préférés, et puis se dire bon, je vais plutôt être sur telle phase en fait, plutôt être sur la partie recherche de solutions, éventuellement conversion. Enfin, recherche de solutions, par exemple, j'ai peut-être pas les moyens de travailler, de faire un blog, etc. sur la partie éducation au problème, sur créer des films d'entreprise. Peut-être que voilà, vous n'avez pas le temps de faire ça. En revanche, vous avez peut-être besoin que entre je veux faire un film d'entreprise et je veux choisir un prestataire pour ça, vous soyez présent. Donc plutôt vous mettre en avant un petit peu plus. Et après, ça peut être effectivement de dire voilà, je vais prendre un canal, par exemple AdWords pour mon acquisition. Voilà, je vais plutôt travailler sur ce canal-là. Et derrière, je vais avoir quelques landing pages qui vont proposer, je ne sais pas, un devis gratuit, qui vont proposer ou une checklist pour réaliser son film, des choses comme ça. Donc, vous pouvez effectivement prendre. Ce que je veux dire, c'est, voilà, et dans votre cas, par exemple, dire, bon, je ne vais pas, moi, voilà, encore une fois, créer un contenu de 50 pages sur les films d'entreprise. Je vais peut-être plutôt être sur comment ça se passe concrètement. Donc, je vais dans la partie choix de la solution et éventuellement conversion avec un cadeau, une remise, un outil promotionnel pour inciter à vous contacter. Et du coup, voilà, pour prendre dans la partie promotion, prendre un ou deux canaux, peut-être Facebook, Google Ads, parce que vous n'avez peut-être pas moyen de faire de l'emailing ou LinkedIn, hein, peut-être enfin, un réseau social par exemple et du AdWords. Et puis ensuite, sur votre site, avoir des formules assez simples. Alors, soit vous faites développer ça, soit vous partez effectivement sur une solution type HubSpot qui vous permet de créer un peu, ou Mailchimp par exemple, aussi permet un peu de créer des landing pages, des choses comme ça.
D'accord. Quand vous Et dites là, lambda, c'était le slide où vous disiez les sites qui ont 40 pages très, très spécifiques, ils vont convertir mieux que ceux qui ont juste quelques pages, c'est ça? c'est mieux, évidemment. C'est mieux parce que vous allez toucher plus de cas de figure potentiels. Donc, vous allez avoir un taux de conversion qui va être meilleur. Après, ça peut dépendre aussi du marché, quoi. Je pense que vous êtes sur un marché qui est en partie local, euh, probablement. Donc, automatiquement, il y a peut-être moins besoin d'avoir des dizaines de pages, quoi. D'accord. Ok. Mais disons que si vous faites plus de pages qui sont adaptées à différents types de requêtes, Mhm. vous serez naturellement plus pertinent par rapport à cette requête. Donc, vous aurez un taux de conversion qui sera meilleur. D'accord. Ok. Bah, merci beaucoup. De rien, Merci Jacques pour vos questions. Merci Philippe. je vous Euh, en prie. écoutez, j'ai pas vu d'autres questions, à moins que quelqu'un veuille prendre la parole. J'avais une question. Oui, Gilles, on vous écoute. Je ne sais pas si ça rentre dans le champ du marketing, qui pour moi est une notion qui n'est pas toujours évidente à bien définir, mais merci de nous avoir éclairé justement. On se rend compte quand on fait une recherche d'achat sur Google, par exemple, que systématiquement, après, on a des offres de publicité, quand je cherche, j'en sais rien, une perceuse, même si je ne suis pas bricoleur, nécessairement derrière, je vais avoir plusieurs offres d'achat de perceuse. Est-ce que ça, c'est une démarche marketing? Et si c'est tel est le cas, bon, ça ne me concerne pas dans mon activité professionnelle, mais comment justement des entreprises peuvent accéder à ces prestations, à ces services qui sont sûrement au niveau capacité de vente pertinente et efficace, quoi. Voilà. Oui, alors il y a différentes techniques pour ça. Euh, Typiquement, si par exemple, et, propose un système de pixels qui fait que quand vous allez sur un site, on va pouvoir vous retoucher par la suite sur Facebook. Il y a éventuellement aussi, Google a mis en place, enfin, propose voilà, effectivement euh, suite à un envoi enfin, suite à une recherche sur Internet, à la possibilité d'avoir du reciblage par mail, effectivement. Voilà. Donc ça, c'est des possibilités qui passent souvent par Facebook et Google, hein, principalement. Ok. Gilles, est-ce que la réponse vous convient? Oui, tout à fait. Simplement, pour les entreprises commerciales, ça entraîne des options et des coûts, je suppose, Oui, supplémentaires. oui, ça passe par des formules publicitaires alors, qui sont principalement proposées aujourd'hui voilà, par Facebook et Google parce que ce sont les plus puissants aujourd'hui dans ce domaine-là. Et puis, ils ont des écosystèmes tellement larges qu'ils peuvent vous choper à différents endroits sur votre réseau social, sur votre mail, etc., etc. Parfois, d'ailleurs, est agaçant, hein, en tant que Oui, je consommateur. suis d'accord, ouais, tout à On fait. peut Alors, sentir, la partie mail, elle est quand même très limitée, hein. La partie mail, elle est quand même très limitée. Euh, d'accord. mais la partie Facebook, elle est plus importante, effectivement. Mais on la voit moins parce que c'est dans un flux, donc on ne fait pas attention de la même façon, je pense. À un post Facebook, on y fait beaucoup moins attention qu'à un mail qu'on reçoit dans sa boîte. Alors que finalement, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on est autant personnalisé dans son flux Facebook que dans sa boîte mail, quoi. On est autant ciblé, même peut-être plus. Et ça ressort d'une démarche marketing, alors. Oui, D'accord. ouais. Après, il y a des choses intéressantes hein, à ce niveau-là, hein. Il y a des choses intéressantes à faire, par exemple, avec Facebook. C'est-à-dire que Facebook vous permet voilà, de traquer les gens qui sont venus sur votre site et de les retoucher sur Facebook plus tard. Voilà. Et c'est pas très compliqué à mettre en place techniquement, hein, c'est un système de pixels, etc. Ça veut dire quelque part quelqu'un qui a visité un jour votre site il y a peut-être 2-3 mois, et bien vous allez pouvoir lui reparler, alors peut-être pas de vous, mais peut-être de votre, enfin pas nécessairement directement de vous, mais peut-être du besoin sur lequel il pouvait être intéressé dans 2-3 mois. D'accord. Quelqu'un qui par hasard est tombé sur votre site sur voilà, une réalisation de film, euh, c'est un projet qu'il a peut-être mis de côté pour le moment et dans 2 mois, il va revoir ça sur Facebook et ça va retilter, il va retourner éventuellement chez vous. Mais alors, là, tout longtemps qu'on ait ses coordonnées ou c'est un rappel automatique En fait, Facebook l'a identifié D'accord. et va être capable de le retrouver et de lui mettre dans son fil d'actu votre pub, votre post sponsorisé. Voilà.
C'est un peu limite, des fois RGPD, liberté publique, mais bon, comme toujours. Entre guillemets, et pour me remettre un post sponsorisé dans mon film d'actu. On a. Est-ce que vous avez terminé vos échanges? Pardon, je ne voulais pas me couper. Oui. Moi, j'ai terminé. L'heure, c'est l'heure. D'accord. Non, on a Voilà, Nat qui nous dit, c'est pas moi qui la surnomme Nat, hein, c'est écrit Nat, qui nous dit: que pensez-vous du marketing viral et du stress marketing? Je pense qu'elle voulait dire du street marketing peut-être. À moins que le stress marketing existe, mais je ne connais pas. Je mets mon micro en marche. Bonjour à tous. Pardon, je ne savais pas que vous êtes... On vous écoute, Nathalie. Non, pas de souci, bonjour. Non, je parlais bien de stress marketing. Ah, d'accord. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui vous proposent sur les sites internet, et moi je parle entre autres pour mes hôtels, de mettre en place un système de stress marketing, ce qui est le cas aujourd'hui par exemple sur un site comme booking.com, qui vous informe que il y a 2 minutes, cet hôtel a été réservé, il ne reste plus que tant de chambres, etc. etc. Donc il y a des entreprises, on peut les citer, qui s'appellent Hotel Networks, entre autres, qui fournissent un système comme ça assez stressant, entre guillemets, justement pour le client, pour faciliter et convertir en fait. Quel est votre avis là-dessus? Moi, il est assez partagé, mon avis. Déjà, ça ne s'adapte vraiment que dans les phases un peu ultimes de conversion. Oui, bien sûr. Donc, c'est sûr que voilà, ça ne va pas servir à grand-chose dans d'autres cas. On est un petit peu tous… on commence à être un petit peu éduqués à ça. Hein, à un moment donné, vous savez, on avait le remarketing, c'est-à-dire qu'on recevait, on avait consulté un produit et on retrouvait plein de pubs pour les chaussures, le voyage qu'on avait consulté. Je sais pas, je pense que c'est un truc, pour moi c'est un truc de conversion, peut-être que oui, ça améliore un petit peu la conversion, mais pour moi c'est pas fondamental, quoi. C'est pas fondamental. Alors, non, EasyJet le faisait beaucoup. Pas. Le but, c'est pas de nous desservir. Après, Après, ça va dépendre un peu des produits que vous vendez. C'est sûr que ça ne sera pas adapté à tous les cas de figure. Il y a des cas où ça va vous desservir. C'est évident. Dans certaines problématiques B2B, ça fait un peu vendeur de tapis. Enfin, ça fait un peu. C'est pas adapté. B2B, mais ça peut. Oui, je pense que ça peut être un booster, un petit booster de conversion. Qui vous coûtera peut-être moins cher que le code promo à moins 10%. Ouais, 250 balles par mois, pour donner une ordre d'idée. 250 € par mois, ouais. Bon. C'est pas excessif. Après, c'est 2 réservations converties, quoi. Si ça convertit sur 2 résas, c'est amorti, en fait. Il faut juste voir au bout de 6 mois ce que ça vous a vraiment produit en termes de conversion. S'il y a un vrai… Oui, je suis d'accord que ça peut se tester. Ça ne va pas nécessairement vous desservir. Ça va pas nécessairement vous desservir. Tout à fait. C'est quand même effectivement des techniques qui sont utilisées pas mal dans l'industrie aérienne, typiquement. Et puis qui peuvent dans le transport, finalement, principalement, mais ça peut aussi fonctionner, oui, dans l'hôtellerie, dans certains secteurs, ça peut fonctionner. Ouais. Mais vraiment un outil de conversion, c'est-à-dire pour être sûr que finalement votre… mais là, on s'éloigne un tout petit peu de l'inbound marketing, parce qu'on est vraiment sur la phase… en fait, votre outil, il ne vous dit pas comment est-ce que votre prospect est arrivé là, quoi. Non, il n'y a pas de tracking. Mais oui, je suis d'accord que si ça permet d'améliorer votre taux de conversion finale, quelque part, c'est positif parce que ça va rentabiliser un peu plus l'investissement que vous aurez fait en amont pour amener ce prospect chez vous. Donc, quelque part, oui. Merci. De rien. Merci Nathalie. Ils sont plusieurs dans le chat à vous remercier pour votre présentation, Philippe. Je vous remercie pour votre écoute. Intéressante, détaillée, très pédagogique. Un sujet avec un grand intérêt. Donc, vaste sujet, une présentation très claire. Donc, voilà. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Pour tous les participants, si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent, des fois ça arrive un peu plus tard. Dans ces cas-là, je vous mets mon email. N'hésitez pas à me les envoyer et je les transférerai à Philippe. Et d'ailleurs, je crois que sur la slide de Philippe, à la fin, il y avait aussi… oui. Ok. Alors, je mets plutôt votre adresse, Philippe? Oui, si vous voulez, directement, pas de souci. Ouais. Alors, c'était grand@wacan, je crois. Ouais, wacan.com.
Voilà, je vous remets l'adresse de Philippe. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie tous pour votre présence. Merci à Philippe pour son intervention. Merci à tous les participants. Et si vous avez d'autres questions en dehors de l'aspect com, je veux dire, si vous rencontrez des problématiques, etc., encore une fois, toute l'équipe de l'UP est à votre entière dispo. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter en cas de besoin. Je vous remercie beaucoup. Merci. Sachez que d'ici quelques heures, la vidéo de la visio sera en ligne sur le site de l'UPE 06, ainsi que le support de communication. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.